Bienvenue Gaël Giraud. Donc effectivement, on voit qu'il y a vraiment cette envie de la part des citoyens. La plupart, on y reviendra avec Nati Tran, aussi cette envie de la jeunesse, cet engagement. Quels sont aujourd'hui du coup les freins réels, notamment à l'échelle d'une région, pour la mise en œuvre de ces objectifs de l'accord de Paris qu'on évoquait? Donc comment faire en sorte d'allier très concrètement cette écologie et cette justice sociale? Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets. Peut-être je peux vous laisser nous en dire quelques mots. Oui, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je salue Audrey, évidemment, Anne et puis Jean. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je suis un peu désolé pour mon retard. Je suis arrivé à la région de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Pour répondre à votre question, je dirais de mon point de vue qu'il y a au moins deux obstacles qui sont assez peu présents dans le débat public. Il y en a un qui est fondamental, qui est comment aujourd'hui on répond à la crise sociale majeure, l'hémorragie majeure qui est en train de se dérouler en ce moment même et qui est accélérée par le double confinement et peut-être le troisième si certains pouvoirs publics ne font toujours rien pour prévenir la troisième vague, qui est l'explosion du chômage dans notre pays et la misère sociale qui s'ensuit. Donc moi, il me semble qu'il y a un enjeu fondamental à faire entendre que le défi écologique n'est pas simplement une contrainte de plus, mais c'est au contraire la solution à la crise sociale. Et que, par exemple, une transition écologique du côté des services, mais aussi et surtout, à mon avis, du côté de l'industrie, ça crée énormément d'emplois, des emplois verts, des emplois qui ont du sens et qui n'ont rien à voir avec les bullshit jobs, pour reprendre l'expression de l'anthropologue David Graeber, que, disons, le néolibéralisme des 40 dernières années a été capable de créer. Moi, ce que je perçois dans la jeune génération, c'est une soif énorme de s'engager dans un projet de société qui ait du sens et de trouver un boulot qui soit en accord avec ce sens-là. C'est-à-dire que la schizophrénie ou la dissonance cognitive dans laquelle une partie de ma génération, de notre génération, est aujourd'hui plongée, où nous tenons tous des propos excellents sur la transition écologique, mais une partie d'entre nous se trouve toujours embarquée dans des boulots qui n'ont rien à voir et qui sont même en contradiction totale avec cette transition. Les jeunes n'en veulent pas. Ils ne sont pas prêts du tout, y compris les plus diplômés, ceux qui sortent du mandarinat français, ne sont pas prêts du tout à s'engager dans la carrière classique. Ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Et moi, je crois que, disons, un grand plan de réindustrialisation de l'économie française, une réindustrialisation verte, ce qui suppose une relocalisation, ce qui suppose la fin de la globalisation marchande telle qu'on l'a faite, qu'on l'a orchestrée depuis 40 ans, ça participe de ce projet. Alors, là-dedans, il y a un présupposé qui est l'industrie verte, c'est possible. Ça a du sens. Certains d'entre nous, y compris d'ailleurs certains patrons, continuent de penser que l'industrie verte, c'est un oxymore et que c'est juste pas possible. D'où l'imaginaire autour des Amish, etc., qui permet de faire peur et d'installer, à mon avis, le débat dans un piège. C'est le piège que nous tend le président Macron, qui est moi, dit-il, je suis un humaniste parce que je crois en la croissance verte, et puis vous êtes bon pour les Amish. Voilà. La réponse à ceci, à mon avis, c'est de faire entendre que il n'y a pas d'avenir économique de notre continent européen sans une réindustrialisation et une réindustrialisation verte. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Une industrie beaucoup plus économe en énergie, en consommation d'énergie, puisque, comme vous le savez, l'énergie, en grande partie aujourd'hui, ça reste une énergie carbonée, et donc des émissions de CO2. Et puis également, et ceci est moins connu du grand public, une industrie beaucoup plus économe en matière, en particulier en minerais. Donc ça, c'est l'énorme travail qui a été fourni notamment par un ingénieur que vous connaissez, Philippe Biwix, et puis quelques autres, moi-même et d'autres. Par exemple, ce que j'ai montré dans un de mes travaux avec Olivier Vidal, qui est un chercheur à Grenoble, c'est que le cuivre connaît aujourd'hui une chute de densité des réserves dans lesquelles nous puisons au niveau mondial, qui est extrêmement inquiétante et qui pourrait conduire à un pic d'extraction du cuivre autour de 2060. Certains même évoquent 2040. Nous, on est un tout petit peu plus optimiste, 2060. Or, le cuivre a des applications industrielles majeures dans tous les domaines, et en particulier du côté de l'énergie renouvelable. Les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. De sorte que les géophysiciens nous préviennent dès aujourd'hui, on peut avoir un goulet d'étranglement, c'est-à-dire devenir vertueux en matière d'énergie pour réduire nos émissions et adresser l'énorme défi climatique, mais être bloqué parce qu'on serait incapable de produire des infrastructures liées aux énergies renouvelables parce qu'on n'aurait plus assez de cuivre. Vous voyez, ce qui serait un paradoxe insupportable d'ici quelques années. Pour remédier à ça, ça suppose, à mon avis, un grand plan d'investissement dans la R&D pour trouver des substituts au cuivre.
du côté des usages industriels, un grand plan d'investissement dans l'industrie pour pratiquer du recyclage de manière massive. La Chine le fait, et la Chine a des énormes usines de recyclage. Nous ne faisons pas grand-chose de ce côté-là en Europe et en particulier en France. Et même nous exportons d'ailleurs nos déchets, ce qui est une bêtise énorme, puisque nos déchets en fait valent de l'or, en vérité au sens propre. Et puis surtout, ça suppose de repenser complètement l'imaginaire industriel, de faire en fait une nouvelle révolution industrielle, mais plus du tout celle des fumées fumantes, des cheminées fumantes d'Angleterre, du 19e siècle, mais une industrie low-tech, économe en énergie et en minerais. Donc ça suppose de désélectroniciser nos vies. Depuis une trentaine d'années, un peu plus maintenant, nous avons fait un nouveau tournant qui est celui de l'électronique. Plus personne n'est capable de réparer sa voiture aujourd'hui. Et dans une voiture comme la Zoé, qui va dans le bon sens, parce que c'est une voiture électrique, on a cru bon, pour justement faire passer la pilule d'une voiture électrique, de bourrer cette voiture d'électronique. Donc il y a un ordinateur de bord, il y a un GPS, etc. Alors qu'on n'en a pas besoin, fondamentalement. Donc il faut désélectroniciser nos vies. Et ça, c'est, à mon avis, la condition sine qua non pour qu'on continue d'avoir une industrie. On est dans une conjoncture macroéconomique au niveau mondial aujourd'hui où la Chine ne veut plus être l'usine des Occidentaux, qui profiterait, comme on l'a fait nous-mêmes pendant plus de 40 ans, de l'esclavagisme de masse d'Asie. Elle produit maintenant pour son territoire domestique, pour le bassin du sud-est asiatique, mais plus majoritairement pour nous. La balance commerciale entre la Chine et l'Occident est nulle. Et l'Afrique, malheureusement, ne sera pas, à mon avis, la prochaine usine du monde. Donc la grande question, si on veut justement ne pas régresser du côté des Amish, c'est de mettre en œuvre une réindustrialisation verte sur les territoires français, partout. Pas simplement autour des grandes métropoles, mais sur l'ensemble du territoire. Ce qui est un magnifique projet de création d'emplois verts, qui ont du sens, et de réhabilitation d'un certain nombre de territoires français qui sont aujourd'hui abandonnés complètement à cause de la logique, de la dynamique de la métropolisation. Donc, à mon avis, ça c'est un grand... Alors, pour vous donner un exemple concret, qui moi me rend très optimiste, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un entrepreneur français dont la boîte sait faire du photovoltaïque organique. Donc, si on développe ça, et ça suppose quelques centaines de millions, voilà, c'est absolument pas des sommes colossales au niveau national. Si on développe ça, ça veut dire qu'on remédie au problème de notre dépendance au photovoltaïque chinois et aux minerais chinois. Je pourrais vous raconter la même histoire à propos des batteries qu'on est capable de faire aujourd'hui avec de l'ammoniac, etc., etc. Voilà, donc à mon avis, là, il y a un créneau fondamental qui doit faire partie de tout projet de société de renouvellement du territoire français. Et puis, je vais m'arrêter là. Le deuxième grand obstacle, à mon avis, il est peu thématisé, parce que ces acteurs font tout pour qu'on n'en parle pas, c'est le problème des actifs fossiles, des actifs bruns, qui sont dans les bilans de nos banques, de nos grandes compagnies d'assurance et des fonds communs de placement qui investissent dans nos entreprises. Ces acteurs financiers ont dans leur bilan au niveau mondial, milliers de milliards d'actifs qui sont étroitement dépendants du pétrole, du charbon et du gaz. Alors, pour les banques françaises, de moins en moins dans le charbon, heureusement, elles commencent enfin à, s'autonomiser vis-à-vis du charbon. En revanche, elles continuent d'être extrêmement dépendantes du pétrole, de sorte que si demain matin, on décidait, ce qu'on doit faire en vérité, que le charbon et le pétrole sont des actifs échoués, donc ils ne valent plus rien sur les marchés, parce que plus personne n'a le droit de brûler du charbon, de moins en moins de gens ont le droit de brûler du pétrole, alors la valeur de ces actifs tombe à zéro, et on a un phénomène du type crise des subprimes en 2008. C'est-à-dire qu'on a des acteurs financiers qui ont des trous noirs dans leur bilan, parce que les actifs sur lesquels ils font reposer leur propre prospérité ne valent plus rien. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Tant que nos banques seront convaincues que si on fait la transition écologique, elles sont en faillite, elles sont contre la transition, c'est aussi simple que ça. Donc elles feront du greenwashing, elles vous raconteront que les green bonds, les obligations vertes sont vertes, alors qu'elles n'ont strictement rien de vert, et elles continueront de vous faire croire que la finance verte c'est l'avenir, alors que c'est juste, disons, de la peinture, pour maquiller le fait qu'aujourd'hui, nos grandes institutions financières sont incapables d'absorber le choc de la transition écologique. Donc là, il y a un gros enjeu aussi, à mon avis, auquel il faut réfléchir. Sinon, on n'y arrivera pas. On continuera de se payer de mots pendant de nombreuses années. Alors, si je comprends bien, il y a donc effectivement un enjeu, Emmanuel Coll, vous le disiez également, il y a un enjeu pour que la région devienne un investisseur stratégique pour la transition écologique. À ce titre, que pensez-vous, Gaël Giraud, Emmanuel Cos, de l'hydrogène vert, qui est également un secteur très intéressant à ce titre? Oui, vous avez absolument raison. L'hydrogène,
On a un champion mondial qui s'appelle Air Liquide. On sait produire de l'hydrogène vert, ou en tout cas, on sait le produire à courte échéance à condition d'investir un petit peu dans la R&D. Et vu les usages extraordinaires de l'hydrogène, par exemple couplé à l'ammoniac, on pourrait réhabiliter complètement et sauver CMA CGM, qui est la troisième compagnie de porte-containers du monde, et qu'aujourd'hui les Chinois sont en train de guetter de l'œil pour essayer de mettre la main dessus. Donc, à mon avis, il est urgent que l'État protège, par exemple, cette très belle entreprise et qu'on invente le porte-container de demain, c'est-à-dire un porte-container qui fonctionne à l'hydrogène et à l'ammoniac. Pour que ceci ait du sens, il faut évidemment qu'on arrive à produire de l'hydrogène de manière propre. Et ça, c'est le thème de l'hydrogène vert. On a les bons ingénieurs pour faire ça, on a les bons chercheurs, on a la compagnie, la société française pour faire ça. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Ça suppose un peu d'investissement public, parce que le privé aujourd'hui, ça c'est un thème sur lequel il faut absolument, enfin dont il faut prendre conscience, c'est que le secteur privé en France, mais c'est vrai aussi partout en Europe, est surendetté. Le grand problème, c'est pas la dette publique, contrairement à ce que nous racontent les néolibéraux à longueur d'éditoriaux journalistiques, mais le grand problème, c'est la dette privée. C'est l'excès d'endettement privé. La dette privée en France, comme en zone euro avant le confinement, c'était 130% du PIB, contre 98-99% de dette publique en France. Alors maintenant, à cause de 2020, confinement et de la gestion calamiteuse de la pandémie par l'actuel gouvernement, tout le monde va prendre au moins 20%, donc on va passer à 120, 125 pour la dette publique et probablement à 150, 155 pour la dette privée. Mais ceci pour rappeler que dans un secteur privé qui est surendetté, on ne peut pas assumer le coût financier d'investissement massif. C'est une des raisons pour lesquelles les 300 milliards d'euros qui ont été apportés en garantie publique par le gouvernement pendant le premier confinement n'ont pas été appelés. Là-dedans, il n'y en a que 150 qui ont été dépensés, tout simplement parce que les entreprises ne veulent pas continuer de s'endetter. Elles ont déjà trop de dettes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un enjeu crucial. L'Allemagne est en train d'investir des milliards dans l'hydrogène. On est déjà en retard par rapport à l'Allemagne, alors qu'on avait une longueur d'avance vis-à-vis de l'Allemagne sur l'hydrogène il y a moins de 10 ans. Donc, il est temps de rattraper notre retard et de faire de la France la première nation industrielle de l'hydrogène vert.